Orange vous présente e-Africa saison 3, le podcast des talents africains réalisé par Dana Sayag. Le sport est à l'honneur cette année et dans cet épisode, vous allez découvrir la skateuse sud-africaine Boipelo Awa et le nageur tunisien Oussama Melouli. Seinfeld dit « Je vais vous dire une des meilleures activités, c'est le skate. Pour apprendre à faire une figure, combien de fois tu dois te planter avant d'y arriver ?» Chris Rock répond « Et tu continues à tomber, et tu te blesses. » Seinfeld dit « Et tu te blesses, et tu apprends à faire cette figure. » Quelle leçon de vie. Chaque fois que je vois ces skateurs, je me dis qu'ils vont s'en sortir. Je m'appelle Boipelo Awa et je suis une skateuse sud-africaine. La première fois que j'ai vu un skateboard, j'avais 5 ans. J'étais dans le jardin et mon frère et ses amis faisaient du skateboard dehors. Je me suis demandé, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Parce que j'en avais jamais vu avant. Et j'ai été impressionnée par le mouvement. Et puis ils avaient l'air cool sur leur planche. Quand j'étais enfant, j'étais un peu dure et le skate, c'était le seul endroit où je pouvais être dure sans être jugée. L'une des principales raisons pour lesquelles je peux faire ce que je fais aujourd'hui, c'est parce que je skate avec des garçons. Ils vous poussent à faire des choses que vous ne pensiez même pas pouvoir faire. Quand j'étais plus jeune, ce n'était pas marrant. Ce n'était pas agréable de skater avec les garçons. Ils étaient durs, ils n'étaient pas gentils avec moi. Ils me poussaient de ma planche quand j'étais sur leur chemin, je tombais. Ils me disaient des trucs pas sympas, mais j'utilisais ça pour me motiver à atteindre leur niveau et leur dire « Tu peux faire cette figure, mais moi, je peux aussi la faire. » Je skate depuis si longtemps et les gens s'interrogent encore sur mon identité, simplement parce que je pratique un sport masculin et ils veulent me poser des tas de questions. Ils pensent peut-être que je suis lesbienne ou quelque chose comme ça. En Afrique du Sud, il n'y a pas beaucoup de filles qui font du skateboard et nous avons encore un long chemin à parcourir. Au début, le skateboard n'était qu'un loisir. Je m'y suis mise sans penser que j'allais participer à des compétitions de skateboard ou avoir des sponsors ou quoi que ce soit d'autre. Le skateboard, c'est la vie. Comme un éducateur, le skateboard m'a appris tellement de choses. La persévérance, ne jamais abandonner et interagir avec les autres. Ne pas porter de jugement et accepter les choses telles qu'elles sont. Extra steezy, extra saucy, you know. That extra spice. Sifo Mampe, manager du programme Skateboarding for Hope. People did not believe in skateboarding. En Afrique du Sud, les gens ne croyaient pas au skateboard. Nous étions la seule province qui croyait que le skateboard pouvait emmener les enfants loin. La raison pour laquelle nous avons construit ce skatepark était de donner aux jeunes l'occasion de s'éloigner des comportements déviants tels que la drogue, d'avoir plus d'adrénaline et de renforcer les valeurs positives dans leur vie. Si le skatepark n'avait pas été construit, ma vie aurait été complètement différente. Les gens ne me connaîtraient même pas. Je ne sais même pas comment ma vie se serait déroulée. Mais je suis très reconnaissante pour le skatepark. Je n'ai pas d'autres loisirs à Kimberley. Il n'y a pas de cinéma, pas de divertissement. C'est le seul endroit. Je ne fais que du skate et je vais à l'école. Mais ça ne me dérange pas. Ce skatepark leur permet donc d'exprimer leur frustration à l'égard de l'école, de la maison, de leurs parents, de tout. Ils viennent ici pour faire du skate et deviennent les enfants les plus merveilleux que vous puissiez imaginer. Quand j'avais 10 ans, nous avons appris que le skateboard pourrait faire partie des Jeux Olympiques de 2020. D'un coup, il y avait beaucoup de pression parce qu'il y avait des attentes. Les gens attendent de vous que vous atteigniez un certain niveau de performance. Et je n'ai pas aimé ça. Je sentais que j'aimais moins le skateboard parce que les gens voulaient me contrôler. Dans le bon sens, mais bon, je n'ai pas aimé. Ce n'est pas très agréable. En fait, la pression est venue dans un sens positif de mon père. In a positive way, my dad.
Pour tous les parents, c'est agréable de voir son enfant skater aux Jeux Olympiques ou se qualifier pour les Jeux Olympiques. À l'époque, je le faisais juste pour m'amuser. J'avais 10 ans. La principale raison pour laquelle vous faites du skate, c'est d'exprimer votre propre style. J'ai eu l'impression qu'on me l'enlevait et c'est là que j'ai décidé d'arrêter le skateboard. J'ai commencé le karaté et j'étais très bonne. J'ai même été championne d'Afrique de karaté. À l'âge de 13 ans, je suis revenue au skateboard. Je crois que c'était en 2019 et cette année-là, j'ai remporté le titre de meilleure skateboardeuse sud-africaine. J'ai réalisé à quel point j'aimais le skateboard et à quel point il faisait partie de ma vie. Bafawa, le père de Boipelo. Je suis là pour la guider, mais je n'ai jamais fait de skateboard. Donc, je ne connais pas les techniques. Je l'aide chaque fois qu'elle me demande quelque chose. Par exemple, si elle dit « Papa, je vais au skatepark », je l'y emmène. Si elle dit « Papa, j'ai fini », je la ramène à la maison. Il y a quelques mois, j'ai pris les clés de la voiture de mon père pour aller au skatepark. J'ai pris les clés et je suis partie. Ils ne savaient pas où j'étais. Je roulais si vite. Ils ont été très fâchés contre moi, mais ça valait le coup. Ensuite, ma mère est venue et quand nous sommes rentrés, je conduisais super vite. Mais c'était une mauvaise idée parce qu'ils ne me laissaient plus conduire jusqu'à ce que j'ai mon permis de conduire. Ouais, en gros, j'ai volé la voiture. J'emmène mon skateboard partout. Si je vais au magasin, je prends mon skate. Si je vais au centre commercial, je prends mon skate. Quand je suis sur mon téléphone, je regarde des vidéos de skate. Si je regarde YouTube, c'est sur le skate. Ma vie tourne autour du skateboard. C'est une obsession. C'est très profond. Vous voyez la façon dont les skateurs s'habillent, c'est une façon de s'exprimer. Ils portent des vêtements amples, ils portent des pantalons larges et tout. Mais pour moi, la façon dont je m'habille n'a pas vraiment d'importance. Ce sont mes figures qui parlent pour moi. Le skateboard est un style de vie. Lorsque vous skatez dans la rue, les gens sont contre vous, les agents de sécurité vous poursuivent. Mais nous aimons ça parce que ça fait partie du truc. On n'a pas envie de faire du skate et que la sécurité nous dise « vas-y, fais du skate ». Non, ce n'est pas ce qu'on veut. On veut qu'ils nous poursuivent. C'est comme ça que ça marche. C'est ça la communauté. C'est comme ça que ça fonctionne le skateboard. Jeux Olympiques Tokyo 2020. Mon ambition quand je suis arrivée était simplement de faire de mon mieux, de faire les choses que je sais faire et de ne pas me comparer aux autres athlètes. J'ai commencé à ressentir de la pression pendant les entraînements, mais avant cela, j'étais juste excitée. Je suis une enfant. Donc je suis tombée le deuxième jour d'entraînement et au début, je n'avais aucune stratégie. Il y avait une figure spécifique que j'essayais de comprendre. C'était un 50 sur le frontboard. J'essayais, et je suis tombée et je me suis fait mal au bassin. Mais j'ai continué à skater après la chute. J'ai continué à skater pendant quelques minutes. Cela n'a fait qu'empirer et je n'en ai parlé à personne. Au bout de 2 heures environ, quand mon corps s'est refroidi, la douleur a commencé à se faire sentir. Je me suis fracturé l'os du bassin. En skateboard, on tombe tout le temps. Alors je me suis dit que c'était une chute comme les autres. Je n'avais pas envie d'en parler. Je pensais que tout allait bien. À mon avis, la blessure, ce n'est pas comme une révélation, mais un message pour moi parce que je n'étais pas prête. Quand je me suis qualifiée, je n'étais pas préparée pour tout ça. Il y a donc du bon et du mauvais. Depuis mon retour des Jeux Olympiques de Tokyo, je compte les jours en pensant à Paris, sans oublier le fait que je dois encore rattraper ces athlètes et combler l'écart. Le chemin est encore long, mais j'y pense tout le temps.
J'ai réalisé que le skateboard, c'est plus que simplement pratiquer. Ça occupe 85% de ton esprit. Et les 15% qui restent, c'est faire du skate. Parce que parfois, dans ton esprit, si tu n'es pas prête à faire la figure, ton corps ne le sera pas non plus. Et si tu es nerveuse et que tu réfléchis trop, tu n'y arriveras pas, surtout en compétition. L'esprit est donc très puissant. Je commence donc à apprendre à me calmer, parce que c'est quand on est nerveux qu'on se blesse. Et le skateboard est un sport dangereux. J'aime la douleur. J'adore la douleur. La douleur et la frustration. Oh là là, j'aime ça. Cela m'a aidé dans d'autres aspects de ma vie. Par exemple, lorsque je rencontre des jeunes de mon âge, ils s'énervent pour de petites choses, quand ils n'arrivent pas à faire des trucs. Mais grâce au skate, on sait que c'est normal de se planter. Dans la vie, on vous apprend à ne pas faire d'erreurs. Mais dans le skateboard, on ne s'exprime qu'en se trompant. Et c'est comme ça qu'on apprend. Le skate, c'est un combat permanent. On se bat toujours avec son esprit. Parce que parfois, même si vous savez comment faire quelque chose, votre esprit joue avec vous et vous fait croire que vous ne pouvez pas le faire. C'est frustrant. Mais c'est aussi agréable parce que c'est pour ça qu'on fait ça, pour se battre en permanence. Et une fois qu'on l'a surmonté, une fois qu'on l'a combattu et qu'on l'a réussi, on se rend compte qu'elle en valait la peine. J'aime cette peur de la peur. Je l'aime parce qu'elle vous pousse et que vous n'avez besoin que d'un seul coup. Et la peur disparaît. Je peux faire quelque chose. En pensant à mon parcours et au chemin que j'ai parcouru, même si j'ai encore beaucoup de chemin à faire, j'ai l'impression d'avoir changé la donne. Parce qu'en tant que skateuse, nous ne pensions pas être capables de faire les figures que nous faisons aujourd'hui, de sauter comme on le fait. Nous savons que c'est possible maintenant. Tony Hawk a dit « Nous nous considérions comme une famille d'inadaptés, mais maintenant le monde entier nous verra aux Jeux Olympiques. » Je suis une inadaptée, une grande inadaptée. Même si c'est un sport olympique maintenant, les gens me regardent toujours bizarrement quand je skate dans la rue. Mais j'aime bien aussi. Tunis, Tunisie. Oussama Melouli. Oussama Melouli, je suis champion olympique et champion du monde en natation. À 12 ans, j'ai regardé avec mon frère les Jeux d'Atlanta. Et j'ai vu l'Australien Perkins qui a gagné le 1500 du couloir 8 en fait. Et ça m'a fasciné le fait de gagner en tant qu'outsider dans un bassin olympique. Il a fait une belle échappée, il a gagné, il est sorti, il est allé embrasser sa femme, embrasser sa fille, ça m'a marqué. C'était une des images les plus fortes de l'histoire de la natation, je pense. De ce jour-là, j'étais fasciné par la longue distance et ça a été encore renforcé par la passion de mon coach, Allah yarhamou Moulid Ahmed, qui voulait qu'on fasse du 400, du 800, du 1500. Et je suis très fier des nageurs d'endurance parce qu'on est toujours ceux qui commencent le plus tôt, ceux qui restent le plus longtemps dans l'eau. Il y a énormément de travail, il y a énormément de sacrifices. On enchaîne des volumes d'entraînement énormes. En moyenne, on nage 90 km par semaine. 9 bornes par entraînement, 10 séances par semaine. Après, il y a un travail à sec à faire. Donc, 35 heures par semaine en activité sportive. Croire en moi à l'échelle internationale et croire que je peux prétendre à un titre. Ça a commencé quand j'ai gagné les championnats de France l'année de mon bac, parce que j'ai commencé à côtoyer la natation française à l'âge de 16 ans. J'étais en seconde à Font-Romeu. Au bout d'une saison ou deux, j'ai réussi à être champion de France. C'est là où j'ai commencé à me dire peut-être que j'ai un avenir aux États-Unis, peut-être que je peux aller faire des universités et me tester aux États-Unis. Comme vous le savez, les États-Unis, c'est les stars de la natation mondiale. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir
pu travailler avec des entraîneurs et des encadreurs de très très haut niveau qui ont su m'accompagner, qui ont su me conseiller et me mettre sur cette route-là. C'était ma dernière année universitaire en 2006-2007. J'ai failli à un test antidopage où on a dépisté de l'adérol dans mon urine. Le premier coup de téléphone, je l'ai eu de la fédération qui m'annonce ça et j'ai rien compris en fait. C'est quoi cette molécule, amphétamine? Ça m'a vraiment bouleversé la vie. C'était une faute de parcours. Je passais mes examens et ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est que c'était un choc tellement psychologique que ça m'a vraiment, je dirais, ça m'a boosté, catapulté vers mon titre olympique. Ça m'a bousculé, quoi. Qu'est-ce que t'as fait? Et il faut vraiment qu'on rebondisse de ça. Et ça m'a changé, ouais. Un mal pour un monde meilleur. Shaker Belhadj, journaliste sportif. Oussama, c'est le nageur qui ne sera jamais atteint en Tunisie, même en Afrique. Il a été champion du monde en 2004 à Indianapolis, il a été champion du monde en 2009 sur 1005 à Rome, il a été champion du monde en 2010 à Dubaï. Ce qu'a fait Malouli, c'est à la fois le judo, la lutte, l'escrime, la boxe, l'athlétisme. C'est grandiose. Pékin 2008. C'était le 16 août 2008. C'était le premier titre olympique offert à la natation. Vous savez, avec les Américains, les Australiens, les Européens, qu'on n'avait aucune chance. Nous, la Tunisie, un pays arabe, africain, de faire même une finale. Carrément. Je me souviens de tout, en fait, de toute cette semaine des Jeux. Je me souviens de ma première course sur 400, parce que personnellement, j'étais déçu de ma 2e, 5e place dans une finale olympique. En 2004, j'étais 5e sur 404. Après 4 ans, je suis encore 5e sur 400 livres. Après, je sais pas comment j'ai su pour me recalibrer, rester calme et essayer de positiver pour le 1500, qui est... Le 1500, j'ai pas fait beaucoup de 1500 avant les Jeux. Je fais 14,48 record d'Afrique, facile, en éliminatoire. C'est beau de se surprendre pendant les Jeux Olympiques. Après, je me souviens de tout. Départ, première coulée, les premiers virages, respiration, là où ça commençait à s'intensifier, là où j'étais vraiment dans le rouge et il fallait continuer à pousser. Je me souviens du Chinois qui a commencé fort, après il est tombé après 400 mètres. Je me souviens de Larsen à côté de moi qui est tombé après 600 mètres. Après, je me souviens que c'était l'eau cristal bleu juste devant moi pendant tout mon périphérique, pendant une dizaine de minutes. Pas de battement de jambes à côté, il n'y avait personne à côté. C'était tout le bassin olympique pour moi. C'est comme ça que tu sais que tu es devant. Franchement, je pensais que je l'avais dès mon virage du 1100 mètres. Après, j'étais à l'aise. Je sentais frais pour les derniers 400 mètres. Donc s'il y avait une relance, je pensais que je pouvais m'accrocher et défendre mon avance. Et après... Voilà, je touche le mur le premier, je suis champion olympique, premier champion olympique tunisien, premier champion olympique africain en individuel. J'ai écrit l'histoire ce jour-là pour mon pays, pour la natation africaine. Voilà, c'est ma rédemption. Je viens de passer mon premier ramadan à Tunis. En jeûne dès le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Après, c'est un festival c'est un festival de nourriture. Là, je pense que je suis à peu près à 104 kilos. Et mon poids de forme, il est autour de 90 kilos. Donc, on va essayer de se remettre dans une routine beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus intense. J'adore ce que je fais en muscu. Une autre manière de se déstresser, de se concentrer sur soi-même plutôt que sur l'extérieur et essayer d'améliorer l'intérieur de soi-même. La FINA et le Comité international olympique, ils ont mis sur la table une nouvelle épreuve. Tous les nageurs de distance, ils se sont dit « Ouais, ça m'a l'air sympa.
10 km dans l'eau, on attaque ça, on voit ce que ça donne. Maintenant, tous les nageurs de 1500, ils font du 10 km. C'est devenu le standard, c'est devenu la course à faire. Le champion olympique, le champion d'Europe, le champion du monde du 1500 va se mettre à l'eau pour tenter de gagner le 10 km. Donc c'est une course très très disputée. Dès ma première expérience en eau libre, j'ai adoré ça. Le fait d'aller dans des cadres autres de cette piscine, d'être dans la nature, je trouvais ça exceptionnel. Et puis le côté dur, de la performance, ça m'a naturellement attiré aussi. Le côté exceptionnel de mon sport, c'est qu'on est pendant des heures. On n'entend rien. C'est le zen total. Aujourd'hui, le 10 km, ça sera dans la Seine à Paris, si Dieu le veut. De clôturer ma carrière avec une 7e qualif aux Jeux. À mon sens, c'est une des qualifs les plus difficiles en épreuve de natation, parce qu'il n'y a que 25 athlètes qui ont ce billet-là. Donc c'est très sélectif et c'est une épreuve très très dure à préparer. Je vais essayer de décrocher ma 7e qualif sur 10 km. Honnêtement, sur papier, ça serait l'idéal pour moi de finir ma carrière à Paris. 2024, Paris, ça sera très bien. Orange vous a présenté Yafrika, le podcast des talents africains réalisé par Dana Sayag. Dans le prochain épisode, retrouvez le parcours du judoka sénégalais Mbani Kendiaye et du boxeur algérien Jugurta Aïtbeka.